Bonjour, bienvenue dans le cours de mécanique quantique où nous allons aborder la notion d'opérateur et nous reviendrons un peu sur les états de base. Alors vous vous rappelez que si on a un état phi quelconque, on peut l'écrire comme une somme, donc on utilise le symbole de somme pour faciliter l'écriture, comme la somme sur une série d'états de base, de coefficients, qui ne sont rien d'autre que les états phi i. Pardon. I, phi. Et où on peut l'écrire comme la somme d'une série de coefficients fois les états de base. Si on nomme ceci CI. Vous vous rappelez, on peut écrire C1 à premier état, plus C2 à deuxième état, etc. Ça, c'est ce que nous avions vu. De même, si on a un autre état, on va le noter par la lettre qui ressemble un peu au X, une lettre grecque. On peut écrire aussi comme une telle somme de I qui, c'est-à-dire comme une somme d'un certain nombre de coefficients DI fois les états de base. Et si on veut calculer une amplitude, par exemple, l'amplitude qui phi, il suffit de faire la somme des CI fois les DI avec la petite astérisque, puisque ici, on ne prend pas le cap, mais le bras. Donc, vous vous rappelez, quand on prend l'opération dans l'autre sens, on prend le conjugué complexe. C'est relativement simple comme système. Et le gros avantage de procéder comme ça, c'est qu'on choisit des états de base. Vous vous rappelez, par exemple, toutes les positions possibles ou toutes les impulsions possibles. Et on ne doit connaître que ces nombres-là pour pouvoir faire tous les calculs. Il suffit de considérer la situation par rapport aux états de base pour pouvoir faire des opérations avec n'importe quel état. Considérons maintenant un système quelconque, on va l'appeler A. Ça peut être un dispositif de fente de Young ou tout autre dispositif plus ou moins complexe. Une particule rentre dedans, dans l'état phi, et elle ressort. Et on voudrait savoir quelle est l'amplitude de le trouver dans l'état qui. Eh bien, on note ça habituellement comme une amplitude I phi, mais en disant que elle est passée par le système A qui l'a transformée d'une manière quelconque. Alors, on peut aussi dire qu'on prend tout ceci et on regarde dans quel état elle est, on va l'appeler psi, dans quel état elle est quand elle sort de l'appareil. Dans ce cas, l'amplitude sera simplement qui psi. Et on peut écrire que l'appareil A transforme l'état phi en un état psi. Les deux en faisant correspondre ceci. Alors, un objet mathématique comme ça qui transforme un vecteur d'état en un autre vecteur d'état quelconque est appelé un opérateur. On peut dire que A opère sur l'état phi pour en faire l'état psi. D'où le nom de opérateur. Alors, on peut écrire ces différentes relations en utilisant les décompositions ici. Et on trouve alors, bon je ne vais pas entrer dans tous les détails, faire tous les calculs, tous les développements, c'est un peu long. Et j'ai déjà dit que je ne voulais pas entrer dans trop de détails mathématiques. Donc, en utilisant ça, en faisant quelques calculs, on trouve que on peut décrire A par
l'amplitude IJ, avec la transformation par A, IJ étant des états de base. Et on considère tous les états de base comme ceci. Et cette valeur-là, en particulier, sera notée AIJ. C'est déjà moins compliqué, puisqu'au lieu de prendre des états quelconques, on n'a plus qu'à se limiter aux états de base. Et AIJ est donc un tableau, on dit une matrice, où en colonne, on va noter les états I, et en ligne, on va noter les états J, et l'élément AIJ dans le tableau sera un des éléments de ce tableau, de cette matrice. Et pour calculer une amplitude quelconque, on peut faire comme ici, c'est-à-dire qu'on fait la somme des qui I, des qui J, pardon, J, A, I, J, non, I, phi. C'est-à-dire la somme pour toutes les valeurs de I et de J, toutes les valeurs des états de base, on fait la somme des D, J star, fois AIJ, fois CI. Donc tous les calculs se limitent à ça, c'est donc relativement simple. De plus, si l'on a deux systèmes en série, A et B, donc la particule passe dans une boîte A, puis dans un système B, on obtient une autre matrice B, et pour obtenir le résultat de passer dans A, puis dans B, on fait simplement B fois A en utilisant le calcul matriciel. La multiplication des matrices, je ne vous la décrirai pas ici, mais vous la connaissez peut-être, c'est quelque chose que l'on voit relativement tôt à l'école. Voilà donc comment on décrit de tels opérateurs. Vous en entendrez souvent parler en mécanique quantique, comme l'opérateur hamiltonien, que nous verrons bientôt. Et voici la manière dont on les traite avec nos notations de braquettes, donc de vecteurs d'état, et avec les amplitudes. C'est donc pas très compliqué, parfois un peu fastidieux pour mener tous les calculs, mais pas très compliqué. Alors, quels sont les états de base qu'on doit prendre? Parce que je parle d'états de base, mais quels sont les états de base qui décrivent les systèmes? Ou en quelque sorte, quels sont les états de base du monde, de l'univers, de la totalité de toutes choses? Eh bien, à vrai dire, en fait, on n'en sait rien. On ne sait pas quels sont les états de base de tout l'univers, mais on sait quand même certaines choses. Par exemple, si on a un électron, un simple électron, E, en anticipant un peu, pour parler du spin, on découvre, on le verra, que l'électron a deux états de spin. On prend la direction du spin par rapport à une direction, un axe par exemple vertical, disons l'axe Z, qui est souvent pris comme exemple dans les calculs, et on dit qu'il a soit un état haut ou un état bas. Donc voilà, deux états de base possibles. Bien sûr, si on prend une autre direction, par exemple une direction horizontale, on obtient d'autres états de base. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, dans l'espace de Hilbert, de tous les états possibles, il y a une infinité de choix de base possibles. On peut choisir toutes sortes de bases et faire des transformations pour passer d'une base à une autre. Nous en avions parlé. Et donc on fait un choix particulier d'une direction, par exemple verticale, et on dit voilà, il y a un état haut et un état bas. De plus, l'électron peut avoir toutes sortes de positions ou toutes sortes d'impulsions. Ce sont deux bases différentes, on peut passer de l'une à l'autre, donc on va dire qu'il peut avoir l'impulsion P1 ou l'impulsion P2, etc. Il y a une infinité de valeurs possibles. Et donc,
Voilà des états de base. Il peut avoir P1 haut, P1 bas, ou P2 haut, P2 bas, etc., etc., etc. Supposons maintenant que nous ayons deux électrons. Eh bien, chacun aura des états de base comme celui-là. Et donc, pour les deux électrons, on pourra avoir, par exemple, première particule à P1, la deuxième à P2, la première particule a le spin O, et la deuxième particule a le spin O aussi, par exemple. Et c'est un des états de base. Et on peut ainsi décrire tous les états de base de deux électrons, ou même de 3, de 4, etc. Ce n'est donc pas très difficile. Considérons maintenant un objet comme un atome d'hydrogène. Il possède un proton dans son noyau et un électron. Il se fait que le proton a lui aussi un état de spin haut ou un état de spin bas. Donc le proton et l'électron vont se décrire un peu comme nos deux électrons. Voilà qui peut décrire les états de base de l'hydrogène. Mais ici nous avons une petite complication. Parce qu'il s'avère que l'électron, pour ce que nous en savons, ceci suffit à le décrire. Et rien d'autre. Il y a une charge électrique, mais elle est toujours la même. Pour décrire son état, il faut ceci. C'est ce que l'on sait. Mais pour le proton, en réalité, le proton n'est pas une particule élémentaire. Il a une certaine taille, il est composé de particules, d'autres particules à l'intérieur, nous en reparlerons, il est composé de quarks, de mésons, de gluons. L'intérieur d'un proton, c'est quelque chose de très compliqué. Est-ce que l'on doit décrire tous les états internes du proton? Eh bien, heureusement, non, pas toujours. Pourquoi? Parce que quand l'énergie disponible est assez faible, le système, la particule, l'atome, n'importe quoi, a tendance à se placer dans l'état d'énergie le plus bas. S'il est dans un état excité, il va émettre des photons, de la lumière, du rayonnement, se placer dans l'état le plus bas, et comme il y a très peu d'énergie disponible, ces particules, ces photons émis vont fuir loin, s'éloigner, et l'objet va rester dans l'état de base. Donc à faible énergie, il va avoir une énergie assez basse, et s'il n'y a pas assez d'énergie disponible, il n'y aura pas assez d'énergie pour le faire passer dans un état excité. Donc il a un état bien défini. Toujours le même, qui ne dépend pas de sa structure interne, parce que elle ne change pas. La structure interne ne change pas, parce qu'il est dans son état fondamental. Donc, ça c'est le cas quand on a peu d'énergie. En fait, grosso modo, ici, on peut considérer 4 niveaux d'énergie. Une énergie très faible. Dans ce cas-là, il n'y a même pas assez d'énergie pour exciter l'hydrogène. L'hydrogène reste toujours dans son état fondamental, avec un électron autour du proton, et qui n'est pas excité. Vous vous rappelez un peu le modèle de Bohr, nous en avions parlé. C'est le niveau de l'état n égale 1 pour le nombre quantique principal, c'est l'état de base, unique. Et donc, il suffit de décrire l'hydrogène avec ses propriétés, et pas besoin de décrire tous les états de l'électron et du proton, puisqu'ils ne changent pas. On peut voir l'hydrogène comme un tout, comme une seule et unique particule. Par exemple, dans un gaz à basse température, comme l'air, les atomes, ou plutôt les molécules d'oxygène, d'azote, remuent dans tous les sens, se heurtent, mais les chocs sont peu violents, insuffisants pour exciter ces molécules, et elles restent dans leur état fondamental, et donc on peut les décrire de manière assez simple, comme des entités uniques, sans structure interne.
Ensuite, vous avez une énergie, un niveau d'énergie un peu plus élevé. Ça, c'est ce qu'on va rencontrer en physique atomique ou en chimie, où il y a assez d'énergie pour exciter les électrons d'un atome, pour les arracher, ou en placer d'autres, les échanger entre atomes pour former des molécules. Ça peut être fourni par de la lumière, à travers l'effet photoélectrique, par exemple, ou bien par des réactions chimiques entre divers éléments, ou par la chaleur, la combustion chimique. Donc, dans ces cas-là, on doit tenir compte de la structure de l'hydrogène. Il nous faudra une description plus complète. Il nous faudra décrire le proton, l'état du proton et de l'électron. Pour décrire tout ceci. Ces énergies restent encore relativement modestes. D'ailleurs, c'est aussi des énergies qu'on rencontre dans la vie courante. Si vous faites brûler une bûche dans votre cheminée, c'est ces niveaux d'énergie-là que vous rencontrez. Ensuite, il y a des énergies beaucoup plus grandes où la physique du noyau intervient. Pour l'hydrogène, il n'y a pas de question de physique du noyau, il n'y a qu'un seul proton. Mais pour d'autres particules, comme l'oxygène ou le carbone, le noyau est composé de nombreux protons et neutrons, normalement dans leur état de base, leur état fondamental, mais si on a des énergies plus grandes, alors le noyau lui-même peut entrer dans des états excités. Il peut perdre des particules ou en absorber. C'est les phénomènes de radioactivité, ce sont les phénomènes de fission nucléaire. Donc, c'est le domaine de la physique nucléaire. Et des fortes énergies. Vous savez qu'une centrale nucléaire produit des énergies énormes par la fission de l'uranium ou du plutonium. Et donc, on est là dans un niveau d'énergie qui n'est pas celui de la vie courante, mais qui atteint des niveaux où il faut aller jusqu'à décrire la structure du noyau, parce qu'il peut entrer dans des états excités. Mais on a des énergies encore plus grandes. Des énergies encore plus élevées qu'on va rencontrer dans des accélérateurs de particules. On va envoyer des particules telles que des électrons ou des protons à des vitesses très proches de la vitesse de la lumière, avec des énergies considérables. Par exemple, ce que l'on fait avec le LHC, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, ce grand accélérateur de particules qui fait des kilomètres de long, situé à la frontière franco-suisse, et qui atteint des énergies considérables pour faire se percuter les particules et les faire interagir. Dans ce cas-là, l'énergie est tellement intense, tellement énorme, que même le proton, on ne peut plus le considérer comme une particule unique, on doit considérer ce qui se passe à l'intérieur. Ces quarks, ces gluons, ces mésons. L'énergie est tellement énorme que ces particules sont excitées, ça peut même briser le proton et créer des flots de toutes sortes de particules étranges et exotiques. C'est avec des expériences de ce type qu'on a déterminé que le proton avait une structure interne et qu'on l'a étudié. Et même avec tous les niveaux d'énergie qu'on a atteints, l'électron, comme je l'ai dit, est considéré comme une particule élémentaire. On n'a jamais détecté la moindre structure interne à l'électron. Mais rien ne dit que ça ne va pas changer. Peut-être que l'électron est réellement une particule élémentaire, ou peut-être qu'à des énergies suffisantes, on découvrira qu'il a une structure interne. Comme je l'ai dit, on ne connaît pas les états du monde, les états de l'univers, les états réels. On ne peut faire qu'avec ce qu'on découvre par l'expérience. Et on en vient justement à la situation actuelle. Donc, à notre situation à nous. On va, en général, simplifier. En général, si on est à ces niveaux d'énergie-là, on va considérer notre atome d'hydrogène comme un corpuscule unique. Si on a des niveaux d'énergie un peu plus élevés, alors on va pouvoir considérer des situations, on va prendre une description plus complète. Donc on va toujours simplifier au maximum. Alors on peut dire qu'il y a trois raisons à ça.
Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas la description complète des choses? Toujours. Eh bien, il y a plusieurs raisons. Donc la première, c'est que il faut accepter, admettre qu'on ne sait pas tout. Supposer que l'électron est une structure interne, on ne la connaît pas. Donc on ne peut pas décrire les états internes de l'électron. On ne peut pas décrire ce qu'on ne connaît pas. On doit faire avec ce qu'on connaît et faire des expériences, comme avec les accélérateurs de particules, et c'est les expériences qui permettent de trancher et de dire « Ah, la nature est comme ça » ou « Non, vous vous êtes trompés, vous les physiciens, elle n'est pas comme ça, elle est autrement ». C'est l'expérience qui dit comment les choses se passent et nous, physiciens, traduisons ça sous forme d'états. D'états de base qui décrivent les particules ou des systèmes plus complexes. Malgré tout, on pourrait dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas la description la plus complète possible? Parce que, après tout, la physique quantique, la mécanique quantique, est une théorie probabiliste. Oui, à faible énergie, le noyau d'un atome de carbone par exemple, est dans son état fondamental. Mais il y a quand même une probabilité qu'à un moment donné, il passe dans un état excité. C'est pas impossible. Même avec une faible énergie, il peut y avoir à un moment donné des circonstances où suffisamment d'énergie se regroupe et poum, un état excité se produit. La mécanique quantique est probabiliste et de telles probabilités ne sont pas nulles. Mais il faut aussi être réaliste. Dans certains cas, les probabilités sont extrêmement faibles. Si vous prenez un atome de carbone standard, carbone 12, comme on l'appelle, à température ambiante, pression ambiante, dans des circonstances ordinaires, la probabilité que l'atome, tout d'un coup, se désintègre par radioactivité, cette probabilité est infinitésimale. À tel point qu'on ne sait même pas la calculer pour le carbone. Trop faible. D'une manière générale, il est inutile de se compliquer la vie avec des calculs si les probabilités considérées sont beaucoup trop faibles. Si la probabilité sur toute la vie d'un homme est infinitésimale, plus faible que la chance de gagner 1000 fois au loto de suite, quand ça sert de prendre en compte cette probabilité, c'est certainement la première à négliger. Inutile de se casser la tête avec des calculs complexes si on peut travailler de manière plus simple. Il ne faut pas oublier aussi que la physique est une branche des sciences, et comme toutes les sciences, c'est une science pratique. Le but de la science, c'est de comprendre le monde et de le maîtriser pour en tirer, à terme, des applications. La physique a fourni beaucoup de découvertes, d'applications, telles que le transistor dans les circuits électroniques, le laser, et même la télévision, les satellites, les iPhones, Internet. Tout cela existe, en particulier grâce à la physique, et quelques autres domaines, comme les mathématiques, la chimie, bien entendu. Mais la physique a eu un grand rôle à jouer, et donc on vise des applications pratiques. Et quand on fait des travaux pratiques, on essaye de faire au plus simple possible. Parce que si vous avez une magnifique équation qui prend en compte tous les états possibles et inimaginables, mais une équation fantastique, mais tellement complexe que vous ne pouvez pas résoudre cette équation, vous ne pouvez pas mener les calculs, eh bien ça vous fait une belle jambe. Ça ne sert à rien. Une équation qui ne sert à rien, autant ne pas la trouver, cette équation, on ne sait pas s'en servir. Donc, on essaye de toujours de faire au plus simple, au plus utile. Même en théorie, quand on fait de la théorie. Parce que si on veut utiliser les résultats théoriques, il faut pouvoir les exploiter.
Il y a encore une troisième raison qu'on peut citer. C'est une raison pédagogique. Il faut toujours aller du simple au compliqué. Si en une seule vidéo, je vous présentais de manière compacte tout ce qu'on sait sur la physique quantique, sur la physique des particules, sur la physique nucléaire, en une vidéo, disons, d'une demi-heure, vous en retiendriez pas la moitié, vous en comprendriez pas le quart, et dans les explications, il vous manquerait plus de 99% des explications. Ça ne servirait à rien. Il faut y aller petit à petit. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Rome ne fut pas créée en un jour. C'est des proverbes, on leur fait parfois des sons qu'on veut, mais c'est vrai. Il faut y aller pas à pas. On apprend le simple, et quand on a compris le simple, on l'utilise pour apprendre des choses plus complexes. On apprend la mécanique quantique avant d'apprendre la physique nucléaire. On apprend les choses à faible énergie avant d'apprendre celles à haute énergie. C'est donc normal de procéder par des simplifications, et quand on aborde des situations où les simplifications deviennent abusives, alors on est alors outillé pour aborder ces situations plus complexes. Voilà, donc nous avons fait le tour ici pour opérateur, état de base. Nous avons un système à étudier. Nous choisissons ces états de base sur diverses considérations physiques. Si on a un électron, on sait ce qu'on doit faire. Mais c'est insuffisant parce qu'il faut aussi pouvoir prédire l'évolution de ce système. Donc les états de base permettent de décrire le système. Maintenant, nous devons dire comment le système va évoluer. Et ça sera l'objet des prochaines vidéos. Je vous remercie.